Donc, je vais essayer de tenir le propos autour de 4 points. Quand même interroger sur qu'est-ce que c'était que la gymnastique, vous voyez. Deuxièmement, le sorte de conflit, et pourquoi le conflit entre la gymnastique et le sport. Troisième point, indiscutablement, le sport s'est imposé. Comment, pourquoi, dans quelle dimension. Et quatrième point, alors là, moi je suis mal placé pour en parler, hein, mais qu'est-ce qu'un enseignant aujourd'hui peut faire du sport? Ça, je ne vous cache pas que la question reste ouverte. Peut-être Alain sera plus brillant et compétent que je ne le suis, mais sur ce sujet, j'ai quitté l'enseignement depuis trop longtemps pour pouvoir faire des propositions très précises, mais enfin, je vais essayer de dire 2-3 choses. Alors, premier point, bon, moi j'appelle ça la gymnastique et l'impensé d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un impensé de la gymnastique lorsqu'elle a été créée. On ne mesure pas à quel point la gymnastique, je veux dire la gymnastique moderne, c'est-à-dire celle qui existe à partir du 19e, hein, on ne mesure pas à quel point, je trouve que c'est pas assez travaillé. Et ça a été l'objet d'une véritable invention. Qu'est-ce que c'est que cette invention? C'est prendre le corps comme une sorte de lieu susceptible de s'adresser des mouvements à lui-même sans qu'il y ait forcément l'intention d'agir sur l'espace, vous voyez? Donc ça donne effectivement les mouvements qu'on connaît bien, qui sont des mouvements sémaphoriques, etc., à travers lesquels ceux qui proposaient ce type de pratique avaient le sentiment qu'ils allaient renforcer des qualités physiques, équilibre, force, etc. Et ça, c'est oublié. Je pense que ça a été inventé, je peux me tromper, mais je pense que ça a été inventé avec la société moderne, c'est-à-dire la société industrielle, des mouvements précis, des mouvements localisés, des mouvements en quelque sorte, comment vous dire, décomposés. Vous voyez, la question c'est la décomposition. C'est vraiment intéressant comme question, parce que dans les textes précédents, bien sûr au XVIIe, Borelli il a inventé la mécanique des mouvements, mais ça n'a pas entraîné une gymnastique mécanique, Borelli, 1686, vous voyez. En revanche, oui, il s'est créé ce type de pratique au début du 19e, et c'est évidemment une grande partie de la gymnastique d'Amoros. Amoros est intéressant aussi parce qu'il dit, au fond, construire des mouvements, c'est comme essayer de recourir à un alphabet. Vous voyez, quand vous parlez, vous associez des lettres et des syllabes, et vous pouvez essayer de les décomposer, et concernant la gymnastique, il s'agit de ce même mouvement de décomposition qu'il s'agit sur les membres. Alors, donc c'est une science, enfin une science technique, si vous voulez. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça ne conduit pas du tout à des types de leçons ou de pédagogie qui sont d'emblée ouvertes sur des pratiques sportives. Pas du tout. Ça ouvre sur des pratiques qui sont auto-centrées, mécanisées sur le corps. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, précisément, ce ne sont pas des pratiques individuelles. Vous voyez? Et ça a été bien travaillé. Ce sont des pratiques collectives. Autrement dit, ça a duré pendant des décennies. Autrement dit, vous avez un enseignant qui est face à un groupe, lequel est structuré de manière extrêmement géométrique et répond à des commandements qui entraînent des mouvements géométriques. Alors vous allez me dire, mais c'est incroyable. Eh oui, mais ça a duré des décennies et des décennies. C'est impossible de penser ça aujourd'hui. Sauf si vous avez au contraire un imaginaire de gym tonique, de danse, etc. Mais c'est un autre objet. Là, l'objet, c'est vraiment décomposer et reconstruire, vous voyez? Et donc ça a duré. Alors, moi, je me rappelle, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, j'étais très influencé par quelqu'un comme Foucault, et c'est vrai que par rapport à ce qu'il raconte dans Surveiller et punir, ça s'applique très bien. C'est l'affaire du Bentham, vous voyez, qui, au fond, orchestre un dispositif qui est très autoritaire, en définitive, hein, et qui est le passage d'un pouvoir de l'enseignant sur un groupe qui reste profondément discipliné. Le mot discipline de Foucault, surveiller et punir. Bon. Moi, personnellement, j'ai quand même déplacé aussi mon avis. Alors, je considère que c'est effectivement une pratique de type autoritaire, mais c'est en même temps une pratique, ça on l'oublie, c'est en même temps une pratique, et vous allez voir pourquoi le sport nous entraîne ailleurs, c'est une pratique dans laquelle les acteurs se sentent grandis, participent, si vous voulez,
entrent dans le dispositif. Ils ne sont pas forcément en position où ils ont le sentiment qu'ils sont dépendants et qu'ils obéissent. Ils sont dans une position où il leur semble que c'est une logique et que c'est tout à fait intéressant de faire ça. Vous voyez, dans les écoles d'instit, on a 1000 photos dans les années 80 du 19e où vous voyez les gens qui ont une barre sur les épaules, qui font des mouvements exactement identiques face à un enseignant ou une enseignante. Mais c'est très important comme question parce que c'est un phénomène qui intériorise, en quelque sorte, une pratique qu'on peut qualifier d'autoritaire, mais qui est une pratique, au fond, rigide, à laquelle les participants s'engagent d'une manière à la fois consciente et parfaitement décidée, et je dirais même plus, ils s'y engagent avec le sentiment qu'ils se valorisent, vous voyez ? Donc, c'est quand même quelque chose de relativement important et qui a considérablement duré. Par exemple, ce colloque qui est relativement peu lu, mais qui à mes yeux est assez significatif historiquement. C'est le colloque de 1913, le Grand Congrès international d'éducation physique a lieu à Paris. Bon, alors, il y a 2-3 textes sur le sport, évidemment. Mais l'ensemble des textes porte sur la gymnastique. Et qu'est-ce que font les assistants et les exposants? Ils font des leçons. Ils font des leçons. Et les assistants passent la leçon des Grecs, vous voyez, ou la leçon des Polonais, etc. Ils passent comme ça, ils regardent quelque chose qui leur semble le cœur d'une pratique particulièrement valorisée, qui n'a strictement rien à voir avec la pratique compétitive, qui n'a rien à voir avec les techniques sportives, etc. Mais qui a au contraire un fond extrêmement important, parce que ça entraîne de la conviction et le sentiment qu'on peut, à travers ce type de faire, si vous voulez, améliorer la santé, faire en sorte que les gens fonctionnent les uns par rapport aux autres, moi j'ajouterais obéissent, etc. Ça va même très loin dans le congrès de 1913. Vous avez des auteurs qui vous disent « Ouais, ces mouvements, ça permet à la circulation du sang. » Qu'est-ce que fait la circulation du sang ? Ça permet d'aérer, en quelque sorte, les passages à l'intérieur de l'encéphale. Vous voyez, donc ça aide aussi, ça aide les élèves à mieux comprendre et, en quelque sorte, à mieux rentrer dans l'apprentissage scolaire. Voilà. Donc, il faut prendre conscience du fait que ce phénomène-là, il a existé, pas seulement parce que, je me répète, ne m'en veuillez pas seulement parce qu'il y a une sorte d'autorité qui s'impose à un groupe, mais parce que le groupe adhère et parce que la logique de la pratique paraît particulièrement valorisante. Et ça ne peut fonctionner que si, bien entendu, le collectif est dans une perspective d'obéissance. Il n'est pas dans une... Vous voyez ? Il est dans une perspective, je dirais, où c'est ça qui fait en quelque sorte sa légitimité et, pour revenir à ce que je disais, sa valeur. Bon, très bien. Ça, c'est ma première partie. Et puis, fin 19e, tout le monde le sait, fin 19e, vous commencez à avoir des pratiques et des auteurs qui vous disent « Qu'est-ce que c'est que mettre les gens comme ça sur un plateau, leur faire tous la même chose ?» leur faire ça sans aucune perspective de comparaison, de compétition, ça ne veut rien dire, c'est aucune autonomie. Les discours de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin dit « La gymnastique, c'est de vulgaires militaires. » Et nous faisons autre chose. Nous faisons autre chose et nous donnons l'initiative aux individus. Vous voyez, je reviens à votre titre, hein. Nous donnons l'initiative aux individus, nous respectons précisément leur autonomie, et à travers ce respect de l'autonomie, nous allons dans le sens de la performance, l'amélioration de la performance, etc. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Parce que la structure même de la gymnastique, c'est évidemment pas une structure démocratique, mais la structure du sport, elle engage quelque chose qui est démocratique. C'est-à-dire que le club, ça se constitue en élisant un président, en ayant la loi 1901, enfin même avant 1901, hein, donc en élisant, c'est-à-dire les cercles de lecture, vous voyez, du milieu du 19e, en élisant le trésorier, etc. Donc je participe à la façon, moi-même, à la façon dont le groupe s'installe et fonctionne. Et à partir de là, vous commencez à voir ces oppositions que l'on connaît bien, mais qu'il s'agit, à mon avis, de mettre en perspective. Vous commencez à voir ces oppositions qui sont les sportifs, ce sont des autonomes, des gens trop libres qui font ce qu'ils veulent,
et qui ne recherchent que la performance. Nous, au contraire, les gymnastes, nous recherchons l'amélioration physique, nous recherchons la morale, bon, c'est-à-dire l'obéissance, etc. Alors les sportifs répondent et disent « mais oui, mais la morale, c'est pas simplement de l'obéissance, la morale, vous voyez, ça c'est très important. Le sport essaie de créer une morale en dehors de la fameuse tradition religieuse, parce qu'on entre dans des systèmes sociaux qui sont de plus en plus religieux. Donc on répond, mais non, mais c'est respecter le groupe, c'est respecter l'autre, c'est trouver la collaboration. Je vous fais pas le speech sur de Coubertin qui n'en finirait pas. Bon. Alors, et comment comprendre, à mon avis, ce type de débat et ce type d'opposition? C'est pas, alors je veux pas jouer l'anti-histoire classique de l'EPS, mais c'est pas en s'intéressant à la guerre des méthodes, parce que au fond, quand vous rentrez, ça c'est très important. Quand vous rentrez dans le détail, vous savez, les méthodes, elles s'éloignent pas tellement les unes des autres. Entre même comment il s'appelle, même Hébert, c'est un plateau, hein, faut pas s'illusionner. Bon, évidemment, on fait la quadrupédie, ce que fait pas la gymnastique corrective, etc. D'accord, mais c'est les plateaux et c'est un peu les mêmes choses, c'est les mêmes perspectives. Donc, comment, à mon avis, en sortant de la guerre des méthodes, en s'interrogeant sur la gymnastique et le sport, comment ça a pu naître ce genre de choses? D'abord parce que je pense qu'il y a une tradition qui reste sur le style obéissance, fonctionnement collectif uniforme, etc., crainte de l'individualisme, crainte de la performance, et surtout la grande crainte qui s'est effacée quand même assez fortement aujourd'hui, c'était si vous poussez les gens uniquement à la performance, vous favorisez des formes un peu contestables qui sont le narcissisme, la compétition à tout prix, la recherche de la performance au détriment d'autres valeurs qui sont les valeurs morales, etc. Bon. Alors, ça a tenu, vous connaissez bien les textes, en 25, Hébert tient encore ce propos, hein, le sport contre l'éducation physique. Ça a tenu, à mon avis, ça a tenu pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est parce que la perspective, plutôt, je l'appellerais autoritaire, elle continue de fonctionner à la fin du 19e et au début du 20e. Malgré l'invention, si vous voulez, sportive, elle continue de fonctionner. Ça reste dans les fibres, vous voyez. Ça, à mon avis, c'est un premier point. Et un deuxième point, parce que finalement, le sport, franchement, on l'oublie, au début 20e, il est extrêmement faible. Aujourd'hui, je vous dirais par quoi on peut mesurer sa force aujourd'hui. Mais au début du XXe, c'est un lieu qui est encore réservé à des gens qui ont effectivement le sentiment d'inventer, si vous voulez, hein, de progresser, ils jouent sur le record, etc. Mais c'est un lieu où les participants, en fait, malgré les apparences, sont relativement peu nombreux. Même si le Tour de France arrive à démultiplier les ventes de l'auto, j'avais beaucoup travaillé sur le Tour de France, c'est un sujet passionnant d'ailleurs, même si le Tour de France arrive à démultiplier les ventes de l'auto, même si Christophe, par exemple, vous connaissez tous l'histoire de Christophe, les malheurs de Christophe, etc., il arrive à créer une sorte de caisse de solidarité à laquelle, en 1919, hein, à laquelle les lecteurs de l'auto participent. Donc c'est pas rien, si vous voulez. Mais quand vous regardez, par exemple, le nombre de licenciés dans des sports différents, vous voyez qu'en natation, en 1920, il n'y a même pas 1000 licenciés. Il y a 76 000, en 1921, 76 000 licenciés en foot, c'est le grand sport, si vous voulez, mais aujourd'hui, il y a 2 500 000 de licenciés. Vous avez 10 000 licenciés en athlétisme, vous voyez. Vous en avez plus en gym, parce que la gymnastique qui se déplace des plateaux aux appareils, elle a quand même indiscutablement un succès. Mais c'est pas encore une pratique très forte. Donc, on voit très bien que l'opposition entre les gymnastes de la tradition et les sports de la nouveauté, qui sont encore relativement précaires, on voit très bien que cette opposition, elle peut fonctionner, elle peut marcher, elle peut convaincre, vous voyez. Et à quoi s'ajoute évidemment tout le débat autour du professionnalisme, tout le débat autour du fait que si vous améliorez vos muscles uniquement pour de l'argent, vous dévoyez la morale, etc. Tout ça, ça a évidemment joué par rapport à cette morale traditionnelle dont je parlais. J'ajoute un mot, je pense que le professionnalisme, c'est un sujet passionnant. Hein. C'est un sujet passionnant. Parce que, d'abord, dès que des pratiques sportives ont commencé à émerger au 19e, deuxième moitié,
Vous aviez des coureurs professionnels, évidemment. Hein, le Tour de Paris, l'homme vapeur, c'était un pro. Bon. Mais c'est intéressant comme question parce que la façon dont des gens comme Pierre de Coubertin et d'autres posent le problème, c'est ce que je disais à l'instant, à savoir comment peut-on légitimer des gens qui gagnent de l'argent pour se muscler. C'est extrêmement ambigu, parce que si ils gagnent de l'argent pour se muscler, ils peuvent utiliser ce qu'ils viennent à la fois de gagner, mais surtout ce qu'ils viennent de gagner en termes de muscles pour autre chose. C'est-à-dire pour faire de la bagarre dans les rues, etc. Vous voyez ? Donc ça échappe à la morale. Et du coup, les gymnastes étaient bien placés pour dire « mais nous sommes les grands tenants de la morale, et vous êtes les tenants de l'échappée, de l'individualisme, de la réussite à tout prix, et surtout aussi déjà des comportements un petit peu contestables qui sont les violences, les passe-droits, etc. Il y a ça, le Tour de France je dirais, à une succession d'histoires de ce genre, hein, à la fois d'intervention du public qui essaie d'agresser des coureurs qui sont peu estimés, ou des coureurs eux-mêmes, ou des entraîneurs qui donnent des potions, etc. Bon, c'est assez compliqué. Je ne rentre pas. Donc, ça, c'est mon deuxième moment. Je ne veux pas être très long, hein. C'est mon deuxième moment. Or, qu'est-ce qui se passe après, dans les années 50, dans les années 60, et surtout dans les dernières décennies du XXe siècle? C'est que, évidemment, le sport l'a complètement emporté. Ça n'a aucun sens de faire de la gym statique et mimétique sur des plateaux comme ça n'a aucun sens. Alors que pour les gens, je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, je dis la sensibilité d'aujourd'hui s'oppose complètement à ça. En revanche, comment elle s'appelle, Davina et je ne sais plus qui, oui, si vous... Ouais, merci, c'est bien. Si vous excitez, si vous donnez de la musique, si vous faites danser, oui, ça va, vous voyez. Mais sinon, les fameux plateaux de gymnastique de la fin du 19e et du début du 20e, ils sont dérisoires, ridicules, ils sont même pathétiques. Et comment et pourquoi le sport l'a emporté? C'est ça la question. Elle est extrêmement intéressante, cette question. À mon avis, il y a plusieurs raisons. Il n'a pas emporté comme ça, de manière hasardeuse. Il a emporté d'abord parce qu'il y a un loisir qui s'est considérablement grandi en termes de temps disponible. Ce loisir a rendu du temps disponible pour le spectacle, évidemment, et le spectacle, il est excitant. Il y a aussi notre question, c'est autant le public de la fin du 19e accepte la domination, autant le public de la fin du 20e et du début du 20e n'accepte pas la domination. C'est extrêmement important, ça. Ils n'acceptent pas d'être aux ordres. Et donc pour eux, le fait de pouvoir inventer en quelque sorte un geste qui est en rupture, c'est beaucoup plus important que le fait de faire un geste qui ressemble à tous les autres. C'est ça qui a énormément bougé. Nous sommes entrés dans des sociétés, tout le monde le sait. Je vois ici mon ami Mérieux qui le sait mieux que moi. Nous sommes rentrés dans des dispositifs que j'appellerais plus ou moins hédonistes, qui ne supportent absolument plus la vieille gymnastique traditionnelle. Ça, c'est quand même une raison qui me paraît extrêmement forte. Ça aboutit à quoi? Je n'ai pas donné toutes les raisons, je vais y revenir. Mais je te donne un exemple. Ça aboutit à quoi? Enquête, qui est peu connue, hein, enquête de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, en 2011. L'INA enquête sur la présence de thèmes dans les journaux télévisés de 2000 à 2010. Et on distingue par thème le sport, l'art, l'économie, la politique, etc. On peut contester la distinction. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui sort en premier, thème le plus fréquent dans le journal télévisé en traversant la décennie 2000-2010? Je vous le donne en mille. Eh bien, c'est le sport. C'est le sport qui est le plus regardé, si vous voulez, dans le journal télévisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de le faire parce que les chaînes, elles ont explosé. Donc on ne peut pas... et puis en plus, les journaux, ils sont complètement mobiles, on ne peut plus faire ça. Mais au début des années 2000, on pouvait. Donc c'est énorme comme problème, ça. C'est énorme. Par exemple, j'avais regardé en juillet, lors du Festival d'Avignon, le Festival d'Avignon, je dis ça un peu au hasard, hein, a 15 présences dans le journal télévisé sur le mois. Le Tour de France, il a 50 présences. Vous voyez? Donc il s'est passé quelque chose qui est extrêmement fort et qui touche très profondément à nos sensibilités.
et qui sont, c'est pas du tout comme ça du ludisme. C'est de l'hédonisme, c'est du spectacle live, c'est du fric, c'est le fait que, évidemment, les chaînes, elles amorcent. Le grand inventeur de la publicité sportive, on l'oublie jamais, et c'est passionnant comme question, c'est quand même Henri Desgranges. Alors, qu'est-ce qu'il fait Henri Desgranges? Vous voyez, il invente le Tour de France, très bien. Bon, vous croyez qu'il a inventé le Tour de France pour les beaux yeux des coureurs? Évidemment non. Évidemment non. Qu'est-ce qu'il a inventé précisément? Il invente un système qu'il gère de bout en bout. Il conduit les coureurs, etc. Il gère les hôtels, etc. Mais il a un journal. Et ce journal vous permet de lire ce que le spectateur du bord des routes ne voit pas. Vous avez un passage magnifique dans Colette qui dit « J'ai vu les coureurs passer, ils avaient le visage plâtreux, ils étaient des doigts à narceaux, je ne les ai pas reconnus, ça a duré 10 secondes et je n'ai rien vu. » Colette. Bon. Ouais, mais le lendemain matin, le lecteur, il ouvre son journal et il a le descriptif de l'étape. D'ailleurs, descriptifs, moi j'ai regardé de près, descriptifs qui dans certains cas sont des descriptifs complètement montés, ça ne correspond pas à la course, ils inventent des échappées, etc. Mais peu importe. Il faut ajouter à cela que Desgranges, grâce à son journal, il fait venir des annonceurs. Et les annonceurs, il les fait payer. Et donc, vous commencez à rentrer dans un cercle d'intérêt, je dirais, véritablement circulaire, qui ne peut que donner plus d'importance encore à ce type d'initiative. Évidemment, la télévision, c'est ça aujourd'hui, vous imaginez bien. Donc, de ce point de vue, je trouve que le phénomène sportif a pris une importance qui est absolument centrale, qui est complètement incontournable, et sur lequel, phénomène, il faut quand même réfléchir avec toutes les dérives qu'il peut avoir, etc. Dérives sur lesquelles les gymnastes pleureraient, mais les gymnastes, ils ne sont plus là pour pleurer. Vous voyez? C'est ça qui est très important, ils ne sont plus là, ils n'ont plus rien à voir. Alors, en revanche, une fois qu'on a dit ça, c'est mon 4e point, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je pense, je vais surprendre quelques-uns, je risque de surprendre Pierre d'ailleurs, moi je pense que c'est pas à jeter à l'eau avec le bébé du bain. Je pense pas. Je pense que le sport, ça reste, ça peut. J'ai souvent des discussions avec les uns et les autres là-dessus. Je trouve que ça peut être une pratique qui est une pratique éducative, en particulier évidemment le sport scolaire. Ça peut être une pratique éminemment culturelle, parce que, alors, vous voyez, moi je lis corps à corps, hein, parce que le sport, c'est une façon que la gymnastique n'avait pas d'inventer des corps qui peuvent être extraordinairement différents. Autrement dit, le sport est en mesure d'inventer une palette considérable de dispositifs corporels. Évidemment, la vitesse, la résistance, etc. Oui, mais la feinte. Oui, mais le corps en creux, le corps en trop, le corps agressif, le corps défensif. Vous voyez, c'est une invention fabuleuse sur en même temps l'habileté, les lancements, la voltige. C'est une invention fabuleuse de diversification des qualités physiques. Et à ce sujet, je fais une parenthèse qui est liée au fait que personnellement je m'intéresse à l'histoire du corps. À ce sujet, il y a un livre qui n'existe pas et qui est l'invention des qualités corporelles. Parce que quand vous lisez, vous allez me pousser, non je ne vais pas être très long là-dessus, mais quand vous lisez Rabelais, Rabelais décrivant les exercices de Gargantua. Alors Rabelais il vous dit, Gargantua monte les arbres comme un écureuil. Bon, très bien. Il nage comme un poisson. Très bien. Il lève la fonte comme les grands champions de l'Antiquité. Mais vous voyez bien que dans la manière dont il décrit, il ne parle pas de qualité, il parle de faire. Or, insensiblement, les qualités, elles se sont inventées. Des qualités de vitesse, la qualité de détente, c'est une qualité du 19e. Ça n'existe pas avant. Et vous avez même, au 18e, quand des auteurs parlent de la course, ils parlent de la force. Vous voyez? Donc, il y a un travail magnifique qui reste à faire et qui porte sur comment se sont inventées, de façon abstraite cette fois, les qualités physiques. Et comment évidemment, elles se sont évaluées. Parce que ça ne s'évalue pas comme ça.
Vous voyez, la force, ça ne s'évalue pas comme ça. Il faut l'invention du dynamomètre à l'extrême fin du 18e seulement, pour qu'on puisse mesurer et comparer les forces. Donc vous avez là un chantier considérable dans lequel le sport me paraît corps et âme inscrit. Et je pense que c'est ça, si vous voulez, qui est au cœur finalement de l'enjeu. Le cœur de l'enjeu, c'est comment construire à partir de la pratique sportive de véritables cultures corporelles. Mais pas culture corporelle au sens du culturiste, culture corporelle au sens d'un travail sur des qualités de plus en plus différenciées, de plus en plus affinées et de plus en plus évaluées. Et à ce moment-là, vous avez évidemment l'existence d'une culture corporelle comme il existe une culture intellectuelle. Il n'y a aucune différence. Alors, je ne peux pas ne pas terminer, j'espère ne pas avoir été trop long, hein, mais je ne peux pas ne pas terminer sans moi, je ne peux pas prendre votre place. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Évidemment, dans une classe, vous ne pouvez pas faire du skate. Dans une classe, vous ne pouvez pas faire du vol libre. Dans une classe, vous ne pouvez pas faire je ne sais quelle pratique sous-marine. Bon, alors, le défi de l'enseignant, c'est comment arriver à faire en sorte que, 1, respect maximal de l'autonomie des élèves, ce qui n'est pas évident. 2, respect maximal de la différenciation la plus extrême des qualités disponibles. Et 3, évidemment, respect du terrain sur lequel je me trouve. Bon, mais cette question, je la laisse en suspens, parce que personnellement, j'aurais quand même un certain mal à y répondre. Mais j'étais très heureux de parler devant vous en sentant que, insensiblement, le brouhaha a baissé, et j'en suis ravi.